Salut à tous, c'est François de la chaîne Synthetic Horizons. Alors, je commence cette vidéo par une petite question. Qui n'a pas un jour rêvé de pouvoir copier-coller un énorme texte, le mettre dans ChatGPT et poser toutes les questions qu'il souhaite? Je pense qu'on est nombreux à avoir essayé, on est nombreux à avoir été frustrés. On ne peut pas coller de trop longs textes dans la fenêtre de prompt de ChatGPT. La technique qui est utilisée aujourd'hui pour pallier ce problème, c'est le RAG. Alors le RAG, c'est ce qui vous permet, toujours dans ChatGPT, d'uploader un très très gros fichier PDF par exemple, et de quand même pouvoir poser des questions, alors que vous savez très bien qu'il ne tient pas dans le contexte du chat. Alors si vous n'avez jamais essayé de faire ça, essayez parce que c'est absolument bluffant. Et si vous avez déjà essayé, alors certainement vous aurez remarqué que ça ne fonctionne pas parfaitement bien. Pas toujours en tout cas. Alors, le RAG, c'est pas de la magie. Avant de le condamner, faut-il encore le comprendre? Donc l'idée de cette vidéo, c'est déjà de vous donner quelques éléments pour le comprendre, vous faire comprendre pourquoi est-ce qu'il ne marche pas si bien, en tout cas aussi bien qu'on voudrait, et surtout vous faire comprendre que ce n'est pas une fatalité et qu'il y a des choses qu'on peut faire qui fonctionnent et qui vous permettent d'améliorer sensiblement la qualité de ce rag. Voilà, j'espère que ça va vous intéresser. Alors on va commencer par le commencement. Je reprends mon use case. J'ai un très gros corpus. On peut penser à, je sais pas moi, l'encyclopédie Universalis, à tous les livres du projet Gutenberg, etc., etc. Et je vais être capable d'interroger ce corpus, c'est-à-dire de poser des questions et d'obtenir des réponses tirées des informations présentes dans ce corpus. Je vais donc utiliser le RAG. Alors le RAG, c'est un acronyme. RAG pour Retrieved Augmented Generation, donc génération augmentée par la récupération. Sous-entendu, la récupération de documents. Alors, le premier travail, c'est sur la partie gauche de l'écran, sur le petit schéma que vous voyez, ça va être de vectoriser mon corpus. Alors vectoriser, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement convertir des extraits. Imaginez que je découpe le corpus en plein de petits bouts de 500 mots par exemple. Eh bien, je vais convertir chacun de ces petits textes en un vecteur. Un vecteur, c'est une suite de nombres qui représente en gros une direction dans un espace. Alors c'est déjà un peu particulier, on est en train de passer du monde des mots au monde de l'espace, et en plus de l'espace qui n'est ni à 2 ni à 3 dimensions, mais à de très multiples dimensions. Alors imaginez que je sois capable de transformer tous ces petits textes en vecteurs. Donc j'ai plein de petites directions un petit peu partout. Je veux poser une question. Je vectorise aussi ma question, donc je la transforme en un vecteur. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de regarder quels sont les vecteurs issus de mon corpus de texte qui ressemblent le plus à ma question. Alors dans l'espace, c'est pas très compliqué. Si vous avez une direction comme ça, on va dire que voilà, si vous avez une direction un peu comme ça, c'est à peu près pareil, c'est à peu près dans la même direction. C'est pas tellement plus compliqué dans un espace multidimensionnel. hein. Et on peut calculer extrêmement vite et déterminer par exemple les 50 documents qui ressemblent le plus à la question, c'est-à-dire dont le vecteur ressemble le plus au vecteur de la question. Une fois qu'on a ces 50 documents, je le rappelle, c'était des documents de 500 mots qu'on a vectorisés, il suffit de les injecter dans un LLM avec la question et demander au LLM de tirer sa réponse de l'extrait de document que vous avez fourni. Et la miracle, le LLM, si la génération a été correcte, si l'extraction a été correcte, le LLM est capable de donner la réponse. Et ça, c'est le RAG. Alors je vous vois venir et vous allez me dire, mais qu'est-ce qui me garantit que si je prends des vecteurs issus de la vectorisation de petits documents et que je les compare aux vecteurs créés par ma question, pourquoi est-ce que le fait qu'ils se ressemblent fait un lien entre la question et les documents? Et effectivement, c'est pas si intuitif que ça. Et en fait, c'est une propriété qui est recherchée par les algorithmes de vectorisation. Donc il y a des chercheurs qui réfléchissent beaucoup à comment transformer les mots en nombres, la manière la plus efficace possible, de manière à préserver le sens à travers la préservation des directions. Voilà, donc c'est une propriété qui est là finalement par construction de ce qu'on appelle les embeddings, c'est-à-dire ces algorithmes de transformation des mots en nombres. Voilà, alors c'est là où on commence à sentir pourquoi est-ce que ça ne marche pas si bien à chaque fois.
Alors d'une part, c'est extrêmement dépendant de la qualité de l'algorithme d'embedding. Hein, si on vectorise mal, c'est-à-dire qu'on projette mal les mots dans l'espace de nombres, eh bien les directions finalement ne préservent pas suffisamment le sens et on se retrouve à sélectionner des documents qui certes sur le plan mathématique ressemblent à la question posée, mais sur le plan du sens, pas du tout. Donc ça c'est un premier risque. Donc finalement, toujours utiliser les meilleurs algorithmes d'embedding. Hein. Mistral en a développé un qui est extrêmement bien. Vous avez ceux d'OpenAI aussi qui sont très performants. Ensuite, deuxième problème. Euh, Quand bien même le sens est préservé par ces embeddings, il n'est pas dit que quand je vectorise la question, le sens de ma question soit en lien direct avec le sens de ma réponse au sens mathématique. Alors je vais essayer de vous donner quelques exemples. Commençons par les questions dont le contexte est un petit peu ambigu. Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? Le problème, c'est que le LLM, pour lui, l'année dernière et 2024 ou 2023, c'est pas forcément la même chose. Donc il y a peu de chances que quand il essaie de chercher des réponses après vectorisation, il s'en sorte bien. D'autres questions qui ne marchent pas très bien sont les questions avec des problèmes à l'intérieur. Par exemple, si j'ai 100 unités de etc. et que je vends machin et que l'augmentation se fait à temps etc. Qu'est-ce qui d'après les règles en cours du code des impôts me permet de etc. etc. Là vous demandez à LLM à la fois de raisonner pour comprendre la question de manière à pouvoir isoler les documents qui vont lui permettre de répondre. Et ça, c'est pas une vectorisation simple et traditionnelle. Donc ça ne va pas fonctionner non plus. Euh, D'autres questions qui sont difficiles sont les questions, par exemple, très très ouvertes. Quel est le sens de la vie? En fait, vous avez presque autant de réponses que de personnes. Et le LLM aura beaucoup de mal à trouver des vecteurs dans sa base de connaissances, en tout cas suffisamment, qui puissent apporter une réponse holistique sur le sujet. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, tout ça sont des questions qui nécessitent d'intégrer des fonctionnalités supplémentaires dans son RAG pour espérer pouvoir y répondre. Alors rassurez-vous, les chercheurs travaillent depuis quelques temps maintenant à améliorer les performances du RAG. Il y a eu beaucoup d'articles qui sont sortis assez récemment. Il y a des approches qui sont extrêmement intéressantes. Celle que je vais vous présenter notamment aujourd'hui, c'est l'approche des agentic RAG ou RAG agentique. Ça n'existe pas en français, je pense. Euh, L'idée de l'agentic RAG, c'est d'augmenter son RAG avec ce qu'on appelle des agents. Alors, un agent, je ne veux pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, j'en ferai certainement une dédiée sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est que c'est la combinaison entre un cerveau, qui est souvent porté par un LLM, des outils, donc capacité de se connecter à toutes sortes de systèmes, et de la mémoire. Et donc on va renforcer le RAG avec cet agent. On va tout de suite donner un exemple. Je reprends ma question. Que s'est-il passé l'année dernière? Alors malheureusement, quand je vais chercher à sélectionner des documents, je risque pas d'en trouver qui soient vraiment pertinents parce que mes documents, par exemple, auront des dates précises. Donc tout sera daté de 2023, 2022 et le LLM n'aura aucun moyen de savoir c'est quoi l'année dernière. Alors du coup, on va tout de suite balancer la requête à l'agent. Et ça tombe bien, l'agent il va voir l'année dernière, il va dire il faut que je donne du contexte, il faut que j'ancre cette requête dans un contexte temporel précis. Ça tombe bien, il a des outils. Il va aller chercher son outil, par exemple calendrier, et il va demander voilà quelle est l'année en cours, et donc en déduire l'année précédente, 2023. Voilà. Et avec ça, il va pouvoir enrichir le RAG en donnant l'information supplémentaire qu'on est en 2023. Alors reprenons un second exemple. Quel est le sens de la vie? Comme on l'a vu tout à l'heure, si je vectorise tout de suite cette question-là, il y a peu de chances que parmi mes documents, je trouve un document qui porte en lui une forme de réponse et qui soit vectorisé d'à peu près de la même manière. Hein, il n'y a qu'à imaginer le sens de la vie, peut-être c'est s'asseoir au soleil avec une canne à pêche.
Quand je vectorise la canne à pêche et le soleil, il y a bien peu de chances que je vectorise la même chose que le sens de la vie. Donc, comment le RAG agentique peut aider? Eh bien, l'agent va s'emparer de la question et il va dire, oh là là, ça c'est beaucoup trop ouvert, il faut que je la segmente. Et il va segmenter la question en plein de sous-questions. Il va se dire, le sens de la vie, oui, il y a une dimension éthique et morale. Il y a certainement une dimension psychologique, peut-être anthropologique, peut-être même neurologique. J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il va découper la question. Et derrière, au lieu de faire une recherche de vecteurs similaires, il va aller en faire peut-être 5, une sur chacune de ces thématiques. Et là, il y a beaucoup, beaucoup plus de chances que les réponses qui remontent soient en lien avec la recherche. Et je pense à mon homme sous le soleil avec sa canne à pêche. Peut-être que dans l'une des sous-thématiques, on va parler d'hédonisme. Et donc là, déjà, il y a plus de chances qu'on se rapproche de ce type d'exemple. Voilà. Donc l'idée de cet agent, c'est vraiment de mâcher le travail au RAG en amont et d'itérer jusqu'à ce que le RAG arrive à une performance suffisante. Alors on va parler maintenant d'une seconde technique qui est très intéressante et qui n'est pas suffisamment utilisée sur les projets RAG. Il s'agit de la technique des knowledge RAG ou RAG de connaissances. L'idée quelle est-elle? On part de ce que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est un graphe de connaissances. Un graphe de connaissances, c'est simplement une manière de représenter des informations contenues dans des documents de manière hyper simplifiée avec un graphe entité-relation, comme on peut le voir en exemple ici. Alors maintenant imaginez, je prends pour exemple un corpus sur la peinture avec des peintres, des œuvres, des musées qui exposent, etc. Et je pose la question, un tout petit peu tordue, je l'avoue, d'identifier les similitudes entre les techniques de peinture de Claude Monet et celles des artistes qui sont aussi exposés au Metropolitan à New York et qui en plus ont vécu comme Monet à Paris. Alors si vous vectorisez directement cette question-là, il y a bien peu de chances que vous trouviez la réponse dans les 50 chunks que vous allez récolter. Et ça, malheureusement, ça tient au fait que ça part un peu dans tous les sens. Ça parle de Claude Monet, de Paris, du Métropolitain. Alors on se doute qu'on va sortir des choses, mais certainement pas de quoi répondre à cette question. Alors que, en admettant que j'ai pu construire ce graphe de connaissances, eh bien, il devient beaucoup plus naturel d'extraire rapidement ce type d'information. Regardez plutôt. Alors, dans mon graphe de connaissances, je dois commencer par identifier les œuvres de Monet qui sont exposées au Met. Alors, ça va à toute allure, puisque les œuvres de Monet exposées au Met, je peux les sortir, elles sont forcément connectées au Met et connectées à Monet directement. Ensuite, je vais trouver tous les artistes qui ont été exposés au Met après Monet. Bah, je pars du Met et je cherche toutes les flèches vers des œuvres d'artistes qui eux-mêmes ont vécu après Monet, ou en tout cas ont exposé après Monet. Et ensuite, je dois filtrer ces artistes pour ne retenir que ceux qui ont vécu à Paris. Bah, ça tombe bien, j'ai un nœud Paris. Je peux donc regarder très rapidement tous les artistes qui ont vécu à Paris. Et in fine, ça me donne un ensemble de peintures qui me reste à comparer. Et là, effectivement, sur ces peintures-là, ça peut être beaucoup, beaucoup plus précis, une fois que j'ai cette liste, d'aller chercher des documents en lien avec ces peintures pour répondre à la question. Donc, si je résume, le graphe de connaissances, que je n'ai pas encore indiqué comment on pouvait le construire, mais en admettant qu'il soit construit, il me permet très rapidement d'extraire plein d'informations qui sont très utiles pour décomposer la question et obtenir rapidement la réponse. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à se demander comment est-ce que je peux construire un tel graphe de connaissances. Et bien là, c'est encore une fois les LLM qui vont nous sauver avec leur capacité de comprendre très vite le texte et de très vite identifier les entités et les relations. Et donc on peut imaginer qu'au préalable, tout mon corpus, je l'ai fait passer dans une petite moulinette qui a identifié toutes les entités, toutes les relations et qui in fine m'a donné mon graphe. Voilà. Donc cette technique améliore grandement le RAG dès lors qu'il s'agit de questions posées sur des concepts, des lieux, des gens.
et qui ne sont pas des questions directes. C'est-à-dire qu'il faut quand même faire un certain nombre de déductions avant de pouvoir y répondre. Alors on va donner une troisième et dernière technique qui améliore sensiblement la performance des RAG. Il s'agit de la technique du re-ranking. Alors le re-ranking c'est très simple. Imaginez que plutôt que de prendre les 50 documents qui ressemblent le plus à ma question, j'utilise un modèle intermédiaire qui me permet de prendre les 1000 documents qui ressemblent le plus à ma question et d'arriver à les filtrer de manière plus intelligente et in fine de n'en retenir que 50. Vous voyez, plutôt que de faire quelque chose de basique sur 50 documents, j'en explore 1000, donc j'ai tout de suite une vue beaucoup plus large et grâce à un modèle qui est très rapide, j'arrive à éliminer tous les documents là-dedans qui servent à rien pour en garder que 50 qui ont vraiment une chance de répondre à la question et que je vais injecter derrière dans mon LLM. Alors, on peut essayer de donner un exemple sur ce ranking. Alors, imaginons par exemple qu'on pose la question quelles sont les principales techniques utilisées par Claude Monet pour peindre les nénuphars dans son jardin de Giverny. Voilà. Il faut imaginer d'abord qu'on va faire une récupération plutôt basée sur des mots-clés et on va aller chercher des documents en lien avec l'histoire du jardin de Giverny, avec la biographie de Claude Monet, avec les techniques impressionnistes, etc. Donc vraiment, on va taper très 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 large. Et derrière, on va appliquer un modèle qui est plus sophistiqué et qui va essayer spécifiquement de retenir les documents qui ont un rapport précis avec la technique de Claude Monet pour peindre les nénuphars. Et donc, in fine, passer de mes 1000 documents à mes 50 documents. Et c'est ces 50 documents-là que je vais pouvoir réinjecter dans mon LLM pour avoir la réponse. Voilà. Alors, si je résume, le RAG, un corpus, on découpe les documents, on vectorise chacun des documents. Une question sur ce corpus, on la vectorise aussi. On prend les 50 documents qui ressemblent le plus à la question. Comme ils ne sont pas très gros, on les balance dans un LLM. Le LLM donne une réponse. Le RAG, comme on l'a vu, n'est pas toujours satisfaisant quand on a des questions qui sont trop ouvertes ou qui sont mal contextualisées. Il existe des techniques pour les améliorer. On a cité 3 techniques dans cette vidéo. La première, c'était ce qu'on a appelé l'agentic RAG, et donc la capacité de booster le RAG avec un agent intelligent qui est capable de mâcher la question en la réécrivant, en la recontextualisant, potentiellement en l'enrichissant ou en la découpant si la question est trop ouverte, pour in fine la redonner au RAG dans un format beaucoup plus simple à traiter pour lui. On a parlé du knowledge RAG qui consiste à miner des informations non pas dans le corpus directement mais plutôt dans un graphe de connaissances qui représente les informations contenues dans ce corpus. Et là on a vu qu'on pouvait très très vite accéder à beaucoup d'informations dans un contexte beaucoup plus cohérent que simplement chercher des similarités entre des vecteurs dans l'espace. Et in fine on a parlé du re-ranking qui permet dans un premier temps de sélectionner tout un tas de documents qui ont une certaine chance de contenir l'information, mais beaucoup plus qu'on ne le fait en général pour le RAG, et in fine d'aller éliminer un maximum de documents grâce à un modèle intermédiaire. Alors maintenant qu'on sait ça, on n'a plus le droit de dire du mal du RAG si on n'a pas essayé au préalable le re-ranking, le knowledge RAG et l'agentic RAG. Voilà, vous êtes prévenus. Passez une excellente semaine.